Déjà, merci beaucoup pour cette invitation. C'est un plaisir pour moi, franchement, d'être là. Donc, comme l'a très bien dit Lauriane, moi, je suis Hélène Joly. Donc, mon nom de famille, c'est Joly, Joly. Et je suis coach et formatrice depuis Rennes. J'accompagne à la fois des particuliers, donc pour tout ce qui est coaching et bilan de compétences, et aussi des entreprises, donc aussi pour du coaching et de la formation, donc formation sur l'intelligence émotionnelle, bien sûr, la communication et le management. Et j'ai appelé ma boîte Serenita, que j'ai créée il y a maintenant 7 ans. Et c'est important pour moi de faire ce mini laïus sur le nom de cette boîte, parce que en vrai, à l'heure du toujours mieux, du toujours plus, du faut être la meilleure version de plein de choses, eh bien, en fait, moi, je pense que déjà, si on aborde son quotidien avec sérénité, on a déjà beaucoup gagné. Et c'est vraiment comme ça que j'invite en fait tous mes clients, que ce soit en entreprise ou les particuliers, à aborder la façon dont je les accompagne. Voilà. Est-ce que Lauriane, la présentation... voilà. Voilà, Bon, c'est Hélène. voilà, un autre visage avec un autre t-shirt. C'était moi. Alors, tac. Alors aujourd'hui, on est là pour un petit moment ensemble. Donc globalement, ça va être 40-45 minutes de présentation et puis après, il y aura un temps d'échange, de questions et puis de partage, hein, pourquoi pas. On est là ensemble pour le sujet de l'intelligence émotionnelle. Ça va se dérouler en 4 temps, dont le premier va prendre plus d'importance. Ça va être la prise de conscience de l'émotion. On ira ensuite sur le sujet de l'accueil de cette émotion pour ensuite découler sur l'empathie. Et enfin, on terminera par une conclusion avec vos questions si vous le voulez bien. Alors, avant même d'entrer dans le vif du sujet, il y a une chose très importante, pour moi en tout cas, c'est que vous puissiez finalement passer un bon moment. Passer un bon moment, ça implique quoi pour vous? Ça implique de prendre le temps, c'est ça, de vous poser, d'ouvrir votre esprit, de vous demander est-ce que comment vous appliqueriez tout ce que je vais essayer de vous transmettre dans votre quotidien. Bien évidemment, apprendre des choses et aussi en tirer un résultat concret, ça implique que vous posiez ce genre de questions, que vous ayez l'esprit ouvert à la réflexion et bien sûr aux questions après. Donc si vous avez des choses qui vous viennent à l'esprit, n'hésitez pas en fait, allez-y, partagez, demandez. Moi, ça va être un grand plaisir pour moi d'essayer d'échanger avec vous, d'essayer de répondre à vos questions. Et franchement, si vous pouvez passer un bon moment et apprendre des choses, pour moi, ce sera tout gagné, tout bénef. Il est donc temps maintenant d'aller dans le vif du sujet. Et voilà la façon dont je souhaite introduire ce sujet ô combien important, comme l'a dit Lauriane, de l'intelligence émotionnelle, avec cette première phrase. Tu peux être le meilleur technicien du monde. Si tu n'es pas en mesure d'entrer en relation avec les autres pour travailler avec eux et ainsi partager vos intelligences, tu perds ton temps. Tu perds ton temps, tu perds ton énergie, tu perds ton efficacité. C'est ce qu'on va voir plus tard. Et pour illustrer cette phrase, je voudrais vous montrer un extrait d'un film que vous connaissez peut-être, l'extrait d'un film qui s'appelle Le sens de la fête. Ce film retrace avec beaucoup d'humour, vous l'aurez compris, la journée de travail d'un traiteur qui est en charge de l'organisation d'un mariage, et il va vivre beaucoup de situations cocasses. Et il va rencontrer des situations de crise et il va devoir gérer, on va dire manager finalement bon nombre de salariés. Et ce qu'on peut voir dans cet extrait, en tout cas, que j'ai choisi volontairement, pour moi, c'est l'illustration de cette phrase. C'est-à-dire que ce traiteur, il n'y a aucun doute sur le fait que ce soit un excellent professionnel. Néanmoins, en l'espace de quelques secondes, il a, on va dire, perdu tout ce qu'il avait fait avec ses clients. Alors, j'entends, il a des clients particulièrement agaçants. N'empêche qu'il avait déjà fait des propositions, il avait déjà visiblement travaillé le sujet. Et puis là, en l'espace de 30 secondes, on voit bien, en fait, il s'emporte et il laisse sa colère finalement prendre place et faire le fameux effet boule de neige dont on va parler tout à l'heure. Voilà pourquoi je voulais vous montrer ce petit extrait qui, pour moi, est très révélateur de la façon dont on peut laisser ses émotions s'emporter. Pour aller un peu plus loin, je voudrais vraiment qu'on
commence par la définition de l'intelligence émotionnelle finalement. L'intelligence, avant même de parler d'intelligence émotionnelle, c'est quoi? Être intelligent, c'est avoir la faculté à connaître et comprendre. Donc, d'un côté, il y a l'intelligence que je vais appeler technique, on va dire, les compétences hard skills. Être intelligent techniquement, c'est connaître son métier, le comprendre. Dans ce cas, on est compétent techniquement. D'un point de vue émotionnel, il y a deux choses. Il y a la composante se connaître et se comprendre. Dans ce cas-là, on est capable de connaître son mode de fonctionnement et du coup de connaître ses émotions. Et il y a la composante connaître son collègue et le comprendre. Et dans ce cas, on est capable de connaître le mode de fonctionnement de son collègue et de reconnaître ses émotions. Pour rappel, l'intelligence, c'est la faculté à connaître et à comprendre. Et donc, c'est là que la définition de l'intelligence émotionnelle ressort. Être capable de reconnaître ses émotions et celles des autres, accepter ses émotions et celles des autres pour finalement construire ensemble. Et faire preuve d'intelligence émotionnelle, finalement, c'est valoriser ses compétences techniques, son intelligence technique. Ce qu'on comprend déjà d'emblée, c'est que ces différentes formes d'intelligence sont aussi importantes les unes que les autres et que les deux s'apprennent. Déjà, avant d'aller plus loin, à partir de cette définition de l'intelligence émotionnelle, je vous pose la question et vous pouvez répondre dans le chat. Sur une échelle de 0 à 10, 0 étant la note la plus faible et 10 la note la plus haute, comment évaluez-vous votre capacité du coup à faire preuve d'intelligence émotionnelle, c'est-à-dire votre capacité à connaître et comprendre vos propres émotions et à connaître et comprendre les émotions des gens qui vous entourent, déjà dans le monde du travail. Ce film retrace avec beaucoup d'humour, vous l'aurez compris. Alors effectivement, c'est là qu'on va aller un peu plus loin dans ce sujet. Avant même d'aller un peu plus loin, il y a un truc hyper important, c'est les enjeux de l'intelligence émotionnelle. Quels sont les enjeux? Les premiers, c'est de communiquer, se faire comprendre et comprendre l'autre. Quand on comprend ça, on gagne de l'énergie, on gagne du temps, on gagne donc en efficacité. Aujourd'hui, c'est clair que gagner de l'énergie et gagner du temps, tout le monde en a besoin. Il n'y a pas de doute là-dessus. Forcément, plus on développe son intelligence émotionnelle, plus on gagne du temps, plus on gagne de l'énergie et plus on gagne en efficacité. Que ce soit dans le monde professionnel ou dans le monde personnel, c'est des enjeux pour tout un chacun qui sont extrêmement importants. Il y a une chose qui est hyper importante de comprendre d'emblée, c'est que l'intelligence émotionnelle, c'est pas fait que pour les managers ou les responsables. C'est l'enjeu de tout un chacun. C'est notre responsabilité à nous tous. Ce que je veux vous faire comprendre ici, c'est que l'enjeu, ça vaut pour nous tous, pour chacun de nous et en tout temps. D'autant que les générations qui vont arriver là, dans le monde professionnel, justement, on disait, je voyais dans le chat qu'il y avait manque d'enseignement, je sais pas, difficulté de verbaliser, difficulté de reconnaître, d'identifier. Ces générations-là qui vont arriver, elles, on leur aura enseigné ça. Et pour ça, je vais vous raconter une petite histoire qui m'a vachement marquée. C'est celle de mon fils. Enfin, c'est pas l'histoire de mon fils, c'est la mienne. Mais que mon fils m'a apporté. J'ai un enfant de 8 ans qui est en CE2. Et il y a quelques mois, en fait, je rangeais son cartable qui était en bazar. Et je tombe sur une petite fiche plastifiée dans son cartable, là, entre deux cahiers. Et donc, sur cette fiche, il y avait des petits bonhommes qui étaient dessinés. Donc, il y en avait un qui était rouge, qui exprimait la colère, un autre bleu, qui exprimait la tristesse, etc. Et puis, vous imaginez bien, les bonhommes qui expriment les émotions. Il y avait un titre qui était « Message clair ». Message clair, C-L-A-I-R-S. OK. Donc, ma curiosité, forcément, m'amène à aller un peu plus loin. Qu'est-ce qu'il y a sur cette fiche? Et là, mon fils avait écrit vous imaginez l'écriture d'un enfant de CE2 et puis forcément l'orthographe qui va avec. Il avait écrit quelque chose comme pendant la récréation, tu ne m'as pas passé le ballon. Je me sens triste et j'ai besoin de sentir que je fais partie de l'équipe. Pourras-tu, s'il te plaît, la prochaine fois, me passer le ballon? Je lis ça et là, je lui dis, mais tu sais quoi? En fait, c'est extraordinaire, mon fils, parce que ça,
c'est ce que maman, elle enseigne aux adultes. Et là, il était hyper fier, quoi, de se dire, ah ouais, c'est vrai, on apprend les mêmes choses et tout. Et je lui dis, bah ouais, donc voilà. Et passé ce moment, moi, j'ai commencé à réfléchir et je me suis dit, attends, c'est quand même, alors c'est génial, c'est extraordinaire. Mon fils en CE2, on lui enseigne ça, à verbaliser ses émotions, à les identifier et à identifier celles de ses camarades et aussi à travailler avec. Et je me suis dit, ok, ben en fait, il est grand temps, Hélène, effectivement, que les gens d'aujourd'hui, là, qui sont pas encore aptes à faire ça, apprennent. Parce qu'en fait, les enjeux sont extrêmement importants et en plus, on va se retrouver de plus en plus avec des jeunes qui auront, eux, appris ça. Donc, enjeu extrêmement important, vous l'aurez compris. Une fois qu'on a compris qu'en fait, bah oui, apprendre à être intelligent émotionnellement, entre guillemets, bah, ça allait nous permettre de nous adapter à tout le monde et qu'en plus, alors trop bien, on va gagner du temps, de l'énergie et donc en efficacité pour valoriser nos compétences techniques, eh bien c'est la fin de 2 écueils et c'est le petit bonhomme là que vous voyez sur la slide qui est équilibriste finalement. C'est la fin de laisse-toi aller, vas-y, enfin franchement, sois tel que tu es. C'est bien des fois de se laisser aller. Mais parfois dans le milieu professionnel, et vous l'avez bien vu avec ce traiteur, bah, il faut réussir à trouver une certaine forme d'équilibre, c'est-à-dire être en mesure d'exprimer les choses sans pour autant les laisser s'emporter et faire boule de neige. Et puis c'est la fin d'un deuxième écueil qui est vas-y, surtout ne regarde pas, ne montre pas tes émotions, fonce tête baissée, continue comme ça. Ne regarde pas ça, parce que sinon tu vas flancher. Eh ben non, vous l'avez bien compris, l'intelligence émotionnelle, c'est pas ça. C'est comme je vous le disais, c'est jouer à l'équilibriste. Pourquoi il faut apprendre ça? Parce que les enjeux sont extrêmement importants. Alors, j'enchaîne avec ce schéma que vous voyez qui est, comme c'est écrit, le modèle de Goleman, Daniel Goleman. Alors, c'est, on va dire, le père fondateur de la modélisation de l'intelligence émotionnelle. Sa modélisation comprend 5 étapes. La première étant la conscience de soi, la deuxième, la maîtrise de soi, pour ensuite passer à l'empathie, puis la motivation, puis les aptitudes sociales. Alors, pour la petite info, j'ai inversé empathie et motivation, mais c'est totalement conscient. C'est parce que nous, on va surtout s'axer, vous voyez, sur les 3 qui sont entourés de vert foncé. Voilà, moi aujourd'hui, mon objectif, c'est de semer des graines, de susciter un petit peu l'intérêt sur l'intelligence émotionnelle et pas d'aller au bout des choses. D'ailleurs, est-ce que c'est possible? Question qui restera en suspens. En tout cas, voilà. Ce qu'il nous dit, Daniel Goleman, à travers cette schématisation, c'est qu'il faut d'abord prendre conscience de soi pour ensuite pouvoir se maîtriser et être suffisamment empathique pour avoir la motivation finalement de créer des relations sociales qui soient, on va dire, intelligentes. Intelligentes, notamment émotionnellement, et pouvoir créer des intelligences ensemble et créer de la valeur ajoutée. Alors, on va commencer finalement par la conscience de soi. Alors, la conscience de soi telle que c'est dit, c'est hyper large. C'est quelque chose de très large, prendre conscience de soi. Là, nous, aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler plutôt sur la conscience de son émotion, voilà, dans le cadre de l'intelligence émotionnelle. Et donc, prendre conscience de son émotion, c'est être en capacité de prendre suffisamment, pour moi, de recul sur soi. Prendre du recul, pourquoi finalement? Pour soit baisser d'un cran l'émotion désagréable, soit ancrer l'émotion agréable. Alors d'emblée, je pense que vous remarquez une chose, c'est que je ne parle pas d'émotions positives ou négatives, mais plutôt d'émotions agréables ou désagréables. Pourquoi? Parce qu'en fait, selon moi, une émotion ne peut pas être négative. Avoir une émotion, ressentir des émotions, c'est un cadeau, c'est une chance. On est des êtres humains, on n'est pas des machines, et ça c'est trop bien, il faut en prendre conscience et il faut le choyer. Donc même une émotion qui fait mal et qui n'est pas agréable à recevoir, c'est un cadeau, c'est une vraie chance. Et c'est là que je vous ai mis un petit peu dans le rectangle du bas, tac, ah ouais super, la définition de l'alexithymie. Bon, ces petits coins des érudits, je trouvais ça assez sympa. C'est en fait un trouble de la régulation des émotions qui est caractérisé, comme c'est écrit, par une difficulté à identifier et exprimer ses propres émotions ainsi que celles des autres. Ben, ils n'ont pas de chance en fait, les gens qui souffrent, on va dire, de ce trouble. Donc oui, dites-vous bien que même quand vous ressentez de la colère ou de la tristesse, eh bien c'est un cadeau, c'est une chance. Deuxième petite chose
assez importante avant d'aller plus loin, c'est qu'on va différencier la notion d'émotion de la notion de sentiment. Une émotion, c'est une réaction rapide et intense. Et j'ai mis, pour exemple, la joie, la peur et la colère. Alors qu'un sentiment, c'est quelque chose de plus durable et de plus réfléchi. Et je vous parle d'amour, de confiance et de nostalgie, par exemple. Donc, si on en revient avec tout ça à l'idée de départ, prendre conscience de son émotion, c'est pouvoir prendre du recul sur quelque chose, finalement, une réaction qui est rapide et intense, mais qui reste un cadeau, soit pour l'ancrer parce que c'est agréable et que c'est cool, tel que la joie, soit pour désamorcer un peu parce que c'est de la colère et de la peur et que, notamment dans le milieu professionnel, si on veut valoriser nos compétences, il faut éviter de trop se laisser aller. Il faut pouvoir prendre suffisamment de recul pour pouvoir verbaliser et donc finalement valoriser cette émotion que l'on ressent. Je parle de verbaliser parce que c'est hyper important. Quand on met un mot sur les choses, on pose la chose. Une émotion, c'est quelque chose finalement de diffus. C'est quelque chose qui est vaporeux, qui peut prendre beaucoup de place, justement faire effet boule de neige. Quand on pose un mot, on met un cadre et on canalise. C'est pour ça que la verbalisation, c'est la première étape et c'est pour ça que ça permet de prendre du recul. On canalise sa pensée. On dit souvent que la verbalisation, c'est le filtre de la pensée. Et ça, c'est hyper important. Alors pour ça, pour vous aider à verbaliser, parce qu'on n'a pas forcément l'habitude, ou même parfois on manque de vocabulaire, tout simplement, il n'y a pas de souci là-dessus, zéro jugement. Je vous montre ici une carte mentale des émotions. Alors, on voit souvent, vous avez déjà dû voir la roue des émotions, ça se représente sous forme de roue, et puis après ça se décline en plein de mots que j'ai appelés des états en fait, parce que bon, vous allez voir, les émotions de base se déclinent en états, en comportements et finalement en sentiments un peu plus profonds. Donc les bases, il y a la tristesse, le bonheur, la surprise, la peur, le dégoût, la colère, et après, chaque chose se décline, et du coup, on peut y mettre un mot plus précis. Et donc, comme je vous le disais, faire l'effet entonnoir de canaliser sa pensée, de canaliser son émotion, pour pouvoir soit l'ancrer, soit la relativiser un peu, suivant l'émotion que l'on ressent. Donc, je vous laisse le temps de regarder un petit peu. Il y a un exercice qui pourrait être intéressant de faire une fois qu'on aura terminé. Ce serait finalement de vous poser la question de vous, dans votre quotidien professionnel, quelle est l'émotion que vous ressentez le plus souvent? Et du coup, quel mot vous y attacheriez? Et à quelle situation peut être lié la plupart du temps ce mot, cette émotion, cet état que vous ressentez? Et puis, du coup, après, finalement, peut-être d'essayer de jouer le jeu, de maîtriser, canaliser, accueillir l'émotion ressentie en fonction de ce qu'on va voir après. Parce qu'une fois qu'on a verbalisé son émotion, il y a une autre étape, bien sûr, c'est de l'accueillir. Alors Goleman, vous vous souvenez dans le schéma, attendez, je vais vous repasser ça, tac, il parle de maîtrise de soi, maîtrise de l'émotion. Moi, je préfère le mot accueil. La notion de maîtrise implique finalement une espèce de confrontation. Je dois maîtriser, je dois gérer un truc. Alors que accueil, en fait, c'est plutôt une notion d'acceptation. Et je préfère ça. Pourquoi? Parce que selon moi, en fait, quand on vit une émotion, on vit un changement. Et là, j'ai simplifié la courbe de Kübler-Ross. Je ne sais pas si vous connaissez. Kübler-Ross a modélisé, elle, la courbe du deuil, d'un deuil en fait. Pour elle, un deuil, c'est un changement, il n'y a pas forcément sous la notion de mort, mais un changement que l'on subit dans sa vie. Donc on a le sentiment de choc, il y a plusieurs étapes, donc j'ai simplifié fortement, et puis à un moment donné, on remonte parce qu'on intègre la nouvelle donne. Quand on ressent une émotion, en fait, on passe d'un état à un autre. Je vais vous donner un exemple. Il y a, je sais pas, un exemple complètement sorti de nulle part, mais il y a quelques secondes, je sais pas, j'étais sereine en train de travailler à mon poste et il y a Jacques là qui a débarqué pour me demander de réaliser un travail urgent selon lui, sans même me demander finalement si j'avais le temps. Ok, j'étais sereine il y a quelques secondes et là je me retrouve en colère.
irritée parce qu'on m'a pas demandé si j'avais, je sais pas, quelque chose de plus urgent à traiter, par exemple. Je suis passée d'un état de sérénité à un état de colère. Je dois vivre donc une espèce de courbe du deuil, un changement, accepter ce nouvel état pour pouvoir l'accueillir. Alors j'entends déjà certains peut-être dire, alors je sais pas, qui vont dire, bah ouais, mais si tu ressens par exemple de la joie, bah du coup tu fais pas de deuil. Et là je suis complètement d'accord avec vous en fait. Quand on ressent une émotion qui est agréable comme la joie, on ne fait pas de deuil d'une situation, puisqu'en fait, la nouvelle situation est mieux que celle d'avant. Je connais peu de gens qui vont dire « Ah, je suis hyper embêtée parce que je me sens mieux qu'avant » ou « Je suis plus heureuse qu'avant ». Vous voyez ce que je veux dire? Néanmoins, dans l'émotion positive, il faut l'accepter en se disant bah, « Ça a quand même changé et je valorise cela ». Tout ça pourquoi? Pour vous dire que, vous l'avez bien compris en fait, plus vite vous prenez conscience d'une émotion désagréable, plus vite vous pouvez la verbaliser et donc plus vite l'accepter et donc plus vite passer à autre chose. De la même façon, plus vite vous prenez conscience d'une émotion agréable, plus vite vous pouvez la verbaliser, plus vite vous pouvez l'accepter et plus vite vous pouvez ancrer ces effets positifs. En plus de cette notion d'acceptation, il y a une chose que j'aimerais juste dire en second temps, c'est qu'une émotion, ça fonctionne un peu comme un engrenage, et je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, comme une boule de neige en fait. Comme une boule de neige qui descend une pente et qui grossit, qui grossit, qui grossit, qui grossit. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que si on la laisse aller, l'émotion, elle va prendre de plus en plus d'ampleur. Alors encore une fois, s'il s'agit d'une émotion comme la joie, j'ai envie de dire, laissez-la exploser, laissez-la grossir, votre boule de neige de joie, enfin pourquoi pas, en restant bien évidemment dans les mesures de l'acceptable du pro. Hein. Ça c'est, voilà, au pro, parfois on peut se permettre certaines choses, tout dépend de, on va dire, de la culturation de la boîte. Par contre, si c'est une émotion par exemple de colère, est-ce qu'on va laisser grossir la boule de neige? On risque d'arriver à la situation du traiteur, finalement, perte de temps, perte d'énergie, perte d'efficacité, et on dévalorise finalement ses compétences techniques. Là, je voudrais planter une graine, sans forcément aller plus loin dans le débat, mais je voudrais vous partager un extrait du livre qui s'intitule « Avoir le courage de ne pas être aimé », qui a été coécrit par, alors je vais lire parce que Ichiro Kishimi et Koga Fumitake, pour pas me tromper, qui sont deux écrivains japonais. Donc ce livre, Avoir le courage de ne pas être aimé, reprend un peu un discours, une discussion entre un philosophe et un jeune homme. Et donc je vais vous lire un extrait. À un moment donné, le philosophe raconte au jeune homme une histoire. Et il lui dit ceci. Un jour, il y avait une mère et sa fille qui se disputaient ouvertement. Et puis tout à coup, le téléphone a sonné. Allô? La mère s'est dépêchée de décrocher, la voix encore sous l'émotion de la colère. C'était le professeur principal de sa fille au téléphone. Dès que la mère a compris qui appelait, le ton de sa voix a changé et elle est devenue très polie. Puis, pendant les minutes qui ont suivi, elle a poursuivi la conversation avec sa voix la plus aimable. Une fois qu'elle a raccroché, son expression a changé de nouveau et elle a recommencé instantanément à crier sur sa fille. Selon le philosophe, la mère hurle, non pas parce qu'elle ne peut pas contrôler sa colère, elle utilise simplement la colère pour en imposer à sa fille de sa forte voix et ainsi faire valoir son opinion. Ce qui se dit à ce moment-là, c'est qu'en fait, selon le philosophe, la maman choisit l'option de se mettre en colère pour faire passer le message à sa fille. Alors c'est un sujet sur lequel on pourrait débattre très longtemps, qui pourrait même nous amener à la philosophie adlérienne, hein. Voilà, mais là, avec le temps qu'on a, tout ce que je voudrais, c'est déjà planter cette petite graine, ou en tout cas susciter la réflexion chez vous de est-ce que je choisis en fait une émotion?
Juste ça. Est-ce que je choisis de me mettre en colère pour faire passer un message parce que j'imagine pas pouvoir le faire passer autrement? Je ne sais pas. En tout cas, qu'est-ce que ça induit, ça? Qu'on choisisse ou pas, finalement, ça induit l'idée que on peut quand même maîtriser, alors comme je disais, j'aime pas, mais tout du moins accueillir et contrôler un petit peu l'émotion, la façon dont on retranscrit les choses. Alors vous allez me dire, si on reprend l'idée de Jacques là, qui déboule dans mon bureau, tout le monde n'a pas la chance d'avoir un coup de fil pile poil à ce moment-là qui pourrait nous détendre 2 secondes et nous éviter de nous mettre en colère. Certes. Mais n'empêche que peut y avoir en tout cas différents petits outils qui nous permettraient finalement de faire baisser un peu et de se dire je choisis ou pas cette émotion, j'en sais rien, mais en tout cas j'essaye de redescendre d'un cran l'émotion de la colère. Alors, tac, pour ça, je voudrais juste vous... Ouais, super. Partager alors 2 petites choses qui sont très ultra simples. Hein. Je suis restée vraiment dans la simplicité. En repartant de l'idée de la boule de neige. Il y a des choses qui peuvent être très simples. Alors, on connaît la respiration aussi, par exemple. Mais là, moi, je vous propose quoi 2 petits schémas. Pour une émotion de joie ou de bonheur, on peut, vous savez, je vous disais, on ancre, on choigne un peu cette émotion, on la verbalise, mais on peut mettre des mots ou des petits dessins dans un cercle pour bien la protéger. Donc là, vous voyez, j'ai écrit le mot importante, ou je me sens inspirée, un petit cœur parce qu'on est en joie, ou un petit smiley, peu importe. Mais en tout cas, vous voyez, on l'ancre bien gentiment en la dessinant. On peut verbaliser aussi en même temps la chose. Et puis de l'autre côté, il y a l'émotion de la colère ou de la tristesse, enfin bon, que sais-je encore. Et comme je vous le disais, comme c'est une boule de neige qui grossit, qui grossit, qui grossit, on peut décider de faire le dessin inverse, tout simplement, en prenant le temps de mettre un mot dessus dans sa tête. Alors, on peut s'aider, bien sûr, de la carte mentale ou autre. Et puis, en inversant ce schéma, en allant du plus large vers le plus restreint, en prenant le temps de se dire, OK, avant de m'emballer, je pose ma pensée, je pose mon émotion pour pouvoir finalement un peu mieux contrôler, un peu mieux ensuite verbaliser les choses. Parce qu'on n'oublie pas, ce qu'on y gagne derrière, c'est du temps, de l'énergie et surtout, on ne dévalorise pas nos compétences. Et on peut mieux partager son intelligence. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose sur laquelle vous avez déjà travaillé, me semble-t-il, c'est l'assertivité. Vous avez déjà eu un meet-up, je crois, sur la communication assertive. C'est parfait, tout est lié. Magnifique. Donc, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a l'énoncé des faits, de l'expression de l'émotion. 3e étape, l'expression du besoin. 4e étape, la demande. C'est un peu ce qu'avait fait mon fils avec ses messages clairs. J'ai besoin de me sentir intégré dans l'équipe. Pourras-tu me passer le ballon la prochaine fois? Et si on reprend finalement l'exemple du traiteur de tout à l'heure, plutôt que de s'emballer, alors quand bien même c'est très drôle et on est content finalement, nous, spectateurs, qui se sont emballés, mais bon, pour lui, ça aurait été mieux qu'il dise, par exemple, « Je constate que vous n'êtes pas satisfait de la prestation que je fournis jusqu'alors, malgré les nombreuses propositions que je vous ai faites à des prix inférieurs. » Voilà, il valorise son travail quand même. Cela me met en colère, voire me rend amer. J'ai besoin que vous considériez mes efforts et que vous respectiez mon travail. Par exemple, ça pourrait être plein d'autres choses comme ça. Je vous propose, 4e étape, la demande, soit de changer de traiteur, je sais pas, soit de faire également, vous, un pas vers moi en reconsidérant ma dernière proposition. Vous voyez, en tout cas, ces étapes de communication, on le voit bien, elles permettent, de mettre des mots sur l'émotion, alors avec plein d'autres avantages, mais elles permettent de mettre des mots, de canaliser, de verbaliser, et puis surtout de faire entendre à l'autre ce que l'on peut ressentir, ce que son comportement peut provoquer chez nous. Résultat, on gagne du temps, on gagne de l'énergie, et en plus, on sort la tête haute, on se respecte. On a réussi à canaliser quelque chose, c'est vachement bien. Une fois qu'on a fait ça, souvenez-vous, le schéma de Goleman nous invite à considérer aussi, je reviens dessus rapidement, la notion d'empathie. Et on va s'arrêter là après. On prend conscience de soi pour pouvoir maîtriser
et ensuite avoir suffisamment d'empathie envers l'autre pour, in fine, faire grandir nos intelligences ensemble. L'empathie, au final, de manière très rapide, c'est quoi? C'est comprendre que tout ce qu'on vient de se dire là, que l'autre ressent des émotions, qu'il doit prendre le temps de pouvoir les constater, de les verbaliser pour pouvoir, en fait, surfer dessus, j'ai envie de dire. Et il faut comprendre que l'autre aussi peut vivre ça. Et qu'à un certain moment, peut-être qu'il faut lui laisser le temps de faire ce processus, d'engendrer de créer cette acceptation du processus, de verbaliser de ci et de ça. Vous pouvez ressentir ça, la personne que vous avez en face de vous aussi. Pourquoi? Parce qu'elle a la chance d'être un être humain et qu'elle a la chance de pouvoir ressentir aussi à la fois de la colère, à la fois de la joie ou de la tristesse. Et c'est là tout l'art finalement de l'intelligence émotionnelle. On revient sur cette notion d'équilibriste. C'est à la fois se dire « Ok, voilà ce que je ressens », le constater et le verbaliser pour pouvoir finalement être en mesure de valoriser ses compétences ensuite, ne pas perdre son temps, ne pas perdre son énergie, ne pas perdre en efficacité, et aussi être en mesure de comprendre l'autre suffisamment à son juste degré pour qu'il ne perde pas son temps, ni son énergie, ni son efficacité, et que vous deux, vous puissiez, in fine, gagner ensemble. C'est aussi simple que ça, l'aspect empathique. En résumé, ce qu'il faut, c'est prendre conscience de ses émotions, identifier ce que vous ressentez pour mieux comprendre vos réactions, ensuite verbaliser vos émotions, mettez des mots dessus pour canaliser. Souvenez-vous, la pensée est diffuse, les mots sont précis, les mots sont le filtre de la pensée. Apprenez à accueillir vos émotions, vous vivez un changement. Ok, il est là, je le vis, je l'accepte et j'évite l'effet boule de neige quand il s'agit d'une émotion type, je simplifie, colère. Et ensuite, j'apprends à faire preuve d'empathie, à comprendre que ce que l'autre vit, finalement, c'est aussi ce que je vis à un niveau différent, à son niveau, sous son prisme, à lui ou à elle. Et je terminerai par cette phrase. Un problème se résout dans la souffrance ou dans la joie. Cela dépend de vous, de nous, de tout un chacun.